Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, je connais, mais c'est quoi que vous avez écrit quoi? Foured Tentoussed. Non, avant, le message avant, c'est quoi? تحشم. C'est quoi? تكشم, c'est quoi? J'ai pas, j'ai essayé de le lire, j'ai pas pu le lire, enfin. Donc, Madame. désolée, parce que je viens de l'hôpital, c'est pour ça que j'ai un peu tardé. Madame, s'il vous plaît, pour l'aldostérone, quand on a parlé du système rénine-angiotensin-aldostérone, on a dit diminution de concentration urinaire de sodium au niveau de la macula, donc ça stimule le système. Mais normalement, c'est une augmentation de la concentration urinaire au sodium qui stimule le système. Qui fait ça? Ici, donc c'est quoi le but de l'aldostérone? Augmenter une hypernatrémie. Et de réabsorber l'aldostérone. Oui. Et donc, qui va stimuler la sécrétion d'aldostérone? Une hyponatrémie ou une hypernatrémie? Mais on parle au niveau urinaire. Mais au niveau du rein, les capillaires, le sang. Non, mais on a dit la concentration urinaire du sodium. Non, la concentration au niveau de réseau capillaire du rein. Avec une erreur de ma part. C'est écrit comme ça dans le cours. Oui, c'est écrit diminution de concentration urinaire de sodium. Non, au niveau du rein. C'est pas urinaire. Avec une erreur de truc de cisée. Au niveau du rein. Voilà, Madame, la concentration urinaire reflète la concentration sanguine. Donc, c'est la même chose. Mais c'est-à-dire, la diminution, et si on réabsorbe beaucoup, ça veut dire que c'est qu'au niveau urinaire, il y a une diminution de sodium. Enfin, le résultat n'est pas faux, mais le processus, il est faux. C'est-à-dire, c'est pas la baisse de l'aldostérone, de sodium urinaire qui va stimuler le système angiotensine, aldostérone. Parce que les récepteurs, donc, ils sont en contact pas avec les urines, ils sont en contact avec le réseau capillaire. Ok? Mais le résultat, il est juste. C'est pas faux. Oui, madame. Oui, madame, la macula dans ça. Ils sont en contact. Oui. La macula dans ça, elle est en contact avec l'urine. Donc, s'il y a une diminution de l'intrémie urinaire, ça signifie... Attendez, je viens d'arriver. Attendez. Répétez votre question. Parce que je viens d'arriver. Répétez la question. Parce que tous ces mécanismes-là, il faut se concentrer pour répondre des fois. Hein. Même si on est enseignant, c'est des détails. Vous avez dit l'aldostérone? Oui, dans le système rénine-angiotensin-aldostérone est activé en réponse à ces trois stimuli. Normalement, ici... sodium, la baisse de sodium, l'hyponatrémie. Voilà. Ici, on a une hyponatrémie, logiquement, on a une hyponatriurie aussi. Non, parce que ici, parce que dans le schéma, c'est chargé, c'est écrit charge en sodé, il stimule l'appareil juxtaglomérulaire. Après, quand on a écrit la charge de quoi? Charge sodée, elle stimule l'appareil juxtaglomérulaire. Du coup, logiquement, l'augmentation de la concentration urinaire du sodium. Donc, vous avez une chose qui est juste. Vous avez que la diminution du sodium, que ce soit sanguin ou bien urinaire, elle stimule la sécrétion de l'aldostérone. OK? Pour réabsorber, parce que l'aldostérone, elle s'en fout. C'est-à-dire, le résultat, est-ce que c'est beaucoup plus? Le résultat, c'est pour augmenter la natrémie au niveau du sang. Après, comment elle va détecter la natrémie, cette baisse de la natrémie? Donc, vous avez l'hyponatrémie, c'est-à-dire, et pour l'hyponatriurie, elle est proportionnelle aussi, donc elle reflète aussi l'hyponatrémie. Ok? Mais c'est l'hyponatrémie qui stimule la sécrétion de l'aldostérone. Oui,
l'hyponatrémie. L'hypovolémie. Et voilà, au niveau sanguin. Mais si on parle au niveau urinaire, si on a une hyponatrémie au niveau sanguin, c'est-à-dire une hypernatrémie au niveau, non, on va avoir une natrémie. Donc, je l'ai écrit dans le cours. Attends, je vais voir si j'ai le cours ici. Oui. Une minute. Écoutez, je dois télécharger le truc, le cours. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je sais même pas où est-ce qu'il est. Ici, on continue le cours. Après, je vais faire une pause de 5 minutes. Je vais chercher le cours. Je vais rechercher où j'ai écrit ce détail, ok? D'accord, Parce que je dois voir ce que j'ai écrit pour vous répondre. Donc là, on est arrivé à l'axe de l'ADH. L'axe de l'ADH et donc on a fait la dernière fois la prolactine. On est dans les hormones post-hypophysaires. On a dit que les hormones post-hypophysaires, vous avez l'axe de l'ADH et l'ocytocine. Ce sont des hormones qui sont synthétisées au niveau de l'hypothalamus et stockées au niveau de la post-hypophyse. Donc, l'ADH et l'ocytocine, c'est deux peptides, c'est des nanopeptides qui se ressemblent même sur le plan structural. Ok. D'ailleurs, si on compare la structure de l'ADH et de l'ADH, c'est-à-dire c'est l'abréviation de hormone antidiurétique, elle est encore appelée la vasopressine. Donc, si on va comparer la structure, vous voyez que la différence, c'est dans les deux acides aminés. Dans l'ADH, on retrouve la phénylalanine et l'arginine, alors que dans l'ocytocine, on trouve à la place de la phénylalanine de l'isoleucine et à la place de l'arginine de la leucine. Donc, c'est deux hormones qui se ressemblent sur le plan structural. D'ailleurs, des fois, il y a quelques actions qui chevauchent entre l'ADH et l'ocytocine. Sur le plan donc action, donc ça vous l'avez fait je pense en anatomie, c'est que l'ADH donc elle est au niveau des noyaux supra-optiques paraventriculaires, alors que c'est-à-dire la même chose l'ocytocine aussi, alors que l'ocytocine elle est dans les noyaux paraventriculaires supra-optiques. Donc, elle porte aussi le nom de neurophysine, c'est-à-dire la neurophysine 2 et la neurophysine 2. C'est par rapport au transporteur. Donc, le transport par les granules neurosécrétoires le long des axons dans le post-hypophyse où ils sont stockés. Donc, elles assurent le transport. Les neurophysines. Donc, les sécrétions pour l'ADH, donc, on décrit quand même un petit cycle pulsatile. On a un maximum de sécrétion de l'ADH durant la nuit par rapport à la journée. L'ocytocine, donc, on n'a pas décrit donc un cycle de sécrétion particulier. Donc, comme j'ai dit, le transport plasmatique donc, se fait sous forme de neurophysine. Donc, la 1 pour l'ocytocine et la 2 pour l'ADH. Le catabolisme de l'ADH et l'ocytocine, donc pour l'ADH, il se fait au niveau du rein, du foie, un peu moins le poumon, alors que l'ocytocine, donc le catabolisme au niveau hépatique et rénal uniquement. Les enzymes de dégradation, on a la vasopressinase, c'est-à-dire placentaire, donc pour l'ADH, donc évidemment, il y a la dégradation par des peptidases dans le cas général, mais c'est-à-dire en cas de grossesse, vous avez aussi le placenta qui sécrète une enzyme qui s'appelle la vasopressinase qui dégrade l'ADH et l'ocytocinase qui dégrade l'ocytocine. Donc d'ailleurs, c'est pour ça des fois on peut retrouver un diabète insipide qu'on appelle gestationnel juste durant la grossesse. La comparaison aussi sur le mode d'action, donc comment elles sont libérées. J'ai dit que ces deux hormones, elles sont synthétisées au niveau de l'hypothalamus, puis elles sont stockées au niveau des granules, des vésicules au niveau de la post-hypophyse, et la sécrétion, c'est-à-dire à partir de ces vésicules, elle est assurée par le calcium ionisé, déclenché par l'influx nerveux,
Après, donc une fois libérées, donc elles vont agir sur des récepteurs. Pour l'ocytocine, elle a des récepteurs au niveau des fibres musculaires lisses, masto-utérins, au niveau utérin. Donc, elles assurent la contraction du muscle utérin essentiellement. Mais pour la DH, elle présente plusieurs récepteurs. Par exemple, vous avez le récepteur V2 au niveau rénal. C'est le récepteur V2 qui est responsable de l'augmentation de la perméabilité à l'eau, donc c'est pour la réabsorption de l'eau. Vous avez le récepteur V1A, donc au niveau des muscles lisses et des plaquettes, responsable de la vasoconstriction des muscles lisses et de l'adhésion plaquettaire. Et vous avez les récepteurs V3, donc au niveau de la surrénale, responsable de la libération de la CTH. Je ne sais pas ce que vous vous rappelez quand on a fait la régulation de la CTH, qu'est-ce qu'on a dit? Elle est régulée aussi par la DH. On a cité, vous vous rappelez de ce point, la régulation de... Voilà. Oui. Donc, parce que la DH, elle stimule la libération de la CTH au niveau de l'hypophyse. D'ailleurs, on appelle ça l'effet CRH-like. On l'a fait effet CRH-like. Ça veut dire c'est comme si c'est de la CRH. À base supraphysiologique. À base normale, des doses normales, des doses physiologiques. D'accord. Madame, s'il vous plaît, diabète insipide gestationnel, j'ai pas bien compris comment elle peut survenir. Parce que le placenta, il sécrète une enzyme qui s'appelle la vasopressinase. La vasopressinase, elle fait quoi? Elle dégrade la vasopressine. Donc, si quand même le principe n'est pas bien maîtrisé, n'est pas bien régulé, on peut avoir une dégradation importante de la DH. Alors que la DH, c'est elle qui est responsable de la réabsorption de l'eau. Donc, si on a un défaut de DH, on va avoir une fuite d'eau au niveau rénal. Et c'est ça qu'on appelle un diabète insipide. Oui, d'accord, merci, j'ai compris. Oui. Les actions biologiques. Donc, vous avez la réabsorption de l'eau par le tube collecteur rénal, via l'aquaporine 2. Donc, parmi l'action principale de l'ADH, c'est la réabsorption de l'eau. Comment elle effectue la réabsorption de l'eau? C'est-à-dire, cette ADH, une fois liée à son récepteur V2, voilà, donc elle va stimuler l'expression de l'aquaporine 2 au niveau du pôle apical. OK? Au niveau du pôle apical des cellules du tube contourné distal, comme c'est représenté dans ce schéma. Donc, l'ADH, une fois elle se lie au récepteur V2 du pôle basolatéral, ça c'est le pôle basolatéral, ça c'est le pôle apical. Le pôle apical, c'est celui en contact avec la lumière tubulaire, donc les urines et tout. Donc voilà, donc la liaison de l'ADH à ce récepteur V2, il va stimuler par une cascade de réactions, voilà, par une cascade de réactions, l'expression de l'aquaporine 2. Cette aquaporine 2, elle va permettre la réabsorption de l'eau parce que cette membrane apicale, elle était imperméable à l'eau. Sans l'aquaporine 2, l'eau ne peut pas traverser la membrane. Il faut qu'il y ait ces aquaporines 2. Donc, le fait que l'ADH se lie à la récepteur V2, donc ça va permettre de rendre cette membrane perméable à l'eau via les canaux aquaporines 2. Donc, l'eau, elle va évidemment être réabsorbée et pour passer à l'autre côté, donc au réseau capillaire, donc dans le réseau capillaire, donc le passage vers via le canal, la membrane basolatérale. Donc dans ce cas-là, il y a des aquaporines type 3 et 4 qui vont assurer donc le transfert de cette eau réabsorbée vers la circulation générale. Et cette aquaporine 3-4, elle existe toujours ici. Donc, elles ne sont pas soumises à la régulation de l'ADH. Vous avez uniquement l'aquaporine 2 qui est soumise à la régulation par l'ADH, la liaison de l'ADH à son récepteur. En cas où l'ADH n'est pas là, donc en cas où le récepteur V2 il est libre,
Donc, il va induire une internalisation de l'aquaporine, c'est-à-dire l'aquaporine, elle va entrer à l'intérieur à la cellule, rendant la membrane apicale, donc imperméable de nouveau à l'eau. OK? Et il y a d'autres actions. La DH, elle peut assurer d'autres actions en dehors de la réabsorption de l'eau. C'est la vasoconstriction, parce qu'on a dit elle a des récepteurs comme le récepteur V1 et V3. Donc, par exemple, on est le V1, donc on le retrouve au niveau des fibres de muscles lisses qui vont assurer la contraction des vaisseaux. Et vous avez l'effet qu'on a cité, l'effet CRH-like, qui permet la sécrétion de la CTH. Donc, et il a même un effet ocytocine-like, c'est-à-dire qui ressemble à l'effet de l'ocytocine qui peut induire l'éjection du lait et la contraction du myomètre. À vrai dire, donc pour les deux premiers, pour les سلوثاء. Non, وليش؟ oui, docteur هي de la connexion. Ah, c'est bon. مادام Madame. Je pense qu'il est كنت هالدورة. Farané. Oui. ما راح
نادي علاش شو عندنا لا بروف في ليكزامان كنت على بخو. Rebonjour, désolée, j'ai reçu un appel. Bonjour, vous êtes là? Oui. Désolée, parce que normalement, je suis d'astreinte aujourd'hui, donc je risque d'être à chaque fois dérangée par l'hôpital. Je suis désolée, mais bon, on va faire, on n'a pas le choix. C'est la dernière séance, on n'a pas le choix. Donc, où est-ce que j'étais? Je disais quoi? J'ai perdu le fil. Dans l'effet oxytocine. Ouais, j'ai dit que l'objectif, c'est la même chose. C'est d'augmenter quoi? La volémie. C'est-à-dire que ce soit l'ACTH ou l'ADH. Donc, le but, c'est d'augmenter la pression sanguine et d'augmenter la volémie. C'est pour ça que vous trouvez ici des effets qu'on appelle des effets synergiques. OK? Que ce soit l'effet sur l'ACTH ou bien la vasoconstriction, c'est d'un effet synergique dont le but, c'est d'augmenter la pression sanguine. Voilà. Donc là, ce schéma résume les effets de l'ADH. Donc, il augmente, qu'est-ce qui stimule la sécrétion? C'est l'augmentation de l'osmolalité plasmatique. Aussi, c'est stimulé directement par l'angiotensine 2, par la baisse de la pression sanguine et par la baisse de la volémie. Par contre, l'éthanol, il inhibe la sécrétion de l'ADH. OK? Madame, même pour l'effet oxytocine-like, le but c'est d'augmenter la volémie. Non, j'ai dit pour la vasoconstriction et pour la CTH. CRH-like. L'ocytocine-like, c'est un effet de contraction du muscle utérin. OK? Oui. La régulation maintenant, donc la régulation comme je viens de dire, donc les effets stimulateurs, la stimulation de l'ADH donc par l'hyperosmolarité qui dépasse les 285 milliosmoles par kilo, par l'hypovolémie qui est supérieure à 10% ou bien l'hypotension, et par d'autres effets comme la position debout. La position debout, elle stimule l'ADH, c'est comme la CTH à peu près. Donc, et tout ce qui est neurologique, les émotions, les agressions, l'hyperthermie, tout ça, donc il a un effet au niveau de l'hypothalamus qui stimule la sécrétion de l'ADH, la nicotine par exemple. C'est pour ça que quand on prend beaucoup de café, c'est-à-dire il y a quand même une réabsorption importante de l'eau. On n'a pas besoin, on n'a pas donc une sensation de soif pour une période de temps. L'inhibition par le contraire, par la position couchée, par l'hyperthermie et le froid, l'alcool, comme je viens de le dire, et certains médicaments comme les bêta-adrénergiques et certaines drogues comme la caféine. Madame, pourquoi la position couchée? La position debout, j'ai dit, elle stimule, la position couchée, elle inhibe. C'est comme l'histoire de la CTH. Qu'est-ce qu'on a dit pour la CTH? L'aldostérone. L'aldostérone plutôt, je me dis la CTH. La position debout augmente la sécrétion de l'aldostérone. Pourquoi? Parce que la pression artérielle diminue. Hypertension. Il y a une hypotension, une hypovolémie détectée au niveau des reins. C'est la même chose pour l'ADH aussi. OK? Madame, la soif, la stimule. Oui, ça stimule la sécrétion de l'ADH. D'accord. D'ailleurs, même l'ADH, elle a aussi une action sur la soif. Parce que c'est-à-dire quand il y a un manque, une hypovolémie, donc il y a le réflexe de la soif qui est déclenché pour augmenter la prise, les rentrées d'eau. OK? D'accord. Donc, le dosage de l'ADH pour l'exploration maintenant de l'axe de l'ADH, donc l'ADH, il n'est
demandé qu'en seconde intention. Pourquoi? Parce que l'ADH est une molécule qui est présente. Pourquoi les agonistes de bêta-adrénergiques vont inhiber la sécrétion de l'ADH? C'est comme ça inhibe, c'est par effet de récepteur. Parce que ça stimule l'aldostérone. Donc, normalement, ça va stimuler l'ADH. Non, pour l'ADH, ça ne stimule pas. D'accord. Pour l'ADH, les bêta-adrénergiques ne stimulent pas. Donc là, pour le dosage les explorations, quels sont les paramètres qui sont demandés pour explorer l'axe de l'ADH? Donc, on commence par l'ADH elle-même. L'ADH elle-même, elle n'est pas très demandée. D'ailleurs, elle est demandée qu'en seconde intention. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un dosage qui n'est pas disponible dans tous les laboratoires de biologie médicale. C'est un paramètre qu'on trouve à des concentrations très faibles, donc de 0,5 à 4,8 picomol par litre. Picomol, ça veut dire 10 puissance moins 12. Donc, la quantité très faible de l'ADH au niveau sanguin rend son dosage très difficile. Et même la technique, elle est un peu spécifique. C'est les techniques radio-immunologiques. Donc, c'est pas des techniques comme celles qui sont facilement, c'est-à-dire installées dans les laboratoires comme les techniques de dosage de l'ACTH ou les autres paramètres. Du coup, ça demande son coût évidemment les cher et ça demande donc elle est réservée en deuxième intention. C'est quand on n'arrive pas à donner, c'est-à-dire à poser un diagnostic via les explorations générales, que passe en deuxième intention à demander un dosage de l'ADH. Donc, en phase, c'est-à-dire on est obligé de faire le dosage de l'ADH, donc ça se fait sur plasma EDTA le matin à jeun après une position couchée de 30 minutes en l'absence de tout traitement modifiant le métabolisme hydrosodé. C'est normal, il ne faut pas modifier tout ce qui modifie la volémie et évidemment et le métabolisme hydrosodé. Et voilà, c'est-à-dire des fois on peut réaliser des tests statiques, c'est-à-dire un seul dosage de l'ADH. Des fois on peut réaliser des tests dynamiques, on les verra tout de suite. En explorant les pathologies. Donc, pour les pathologies liées à l'ADH, vous avez évidemment les pathologies qui sont liées au déficit de sécrétion de l'ADH et les pathologies qui sont liées à l'excès ou bien de l'activité de l'ADH. On commence par les pathologies qui sont liées au défaut de production ou bien d'activité de l'ADH. Pourquoi on dit un défaut de production ou d'activité? Parce que des fois, on a un manque de production de taux d'ADH. Des fois, on a de l'ADH normal ou élevé, mais l'activité, elle est absente ou bien elle est basse. Sur le plan clinique, comment est tout ça? Pour que ce soit, on a un défaut de production de l'ADH ou bien un manque d'activité d'ADH, donc ça s'appelle le diabète insipide. À votre avis, pourquoi on l'appelle diabète insipide? Parce qu'il n'est pas lié à la glycémie. Pourquoi diabète? Parce qu'on a des relations de la diabète et la polydipsie. Polyurie. Genre, il a un point commun avec le diabète, c'est la polyurie. La perte d'eau dans les urines. Avec des insipide en français, insipide, c'est tout ce qui n'a pas de goût, pas d'odeur. Parce que dans le diabète sucré, les urines, elles sont comment? Sucrées. Elles sont sucrées. Le diabétique, il a une haleine acétone. Donc, il y a quand même, ok, mais dans le diabète insipide, rien. C'est-à-dire, il n'y a pas cette, parce que avant le développement des analyses d'exploration et tout, on n'avait pas beaucoup de moyens pour poser les diagnostics. Donc, c'est la clinique qui fait la sémiologie. La clinique, elle avait son importance pour poser le diagnostic des pathologies. C'est pas comme actuellement, le médecin ne peut pas s'en passer d'un bilan biologique ou bien d'imagerie pour poser un diagnostic d'une pathologie. C'est plus comme avant. Donc avant, la différence, comment on faisait le diagnostic d'un diabète? C'est quoi un diabète? Un diabète, c'est la triade polyurie, polydipsie, polyphagie. Ok? Donc c'est cette triade-là qui définit un diabète.
Donc, c'est après, ils ont trouvé qu'il y a deux types. Donc, il y a une polyurie, polydipsie qui est avec des sécrétions urinaires sucrées, et il y a une polyurie, polydipsie avec une sécrétion d'eau. C'est presque d'eau. C'est-à-dire plutôt avec des sécrétions des urines qui ne sont pas sucrés. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle le diabète insipide. Donc, les signes cliniques, donc, parmi les signes cliniques, ça ressemble à un diabète sucré. Donc, vous avez la polyurie qui dépasse les 3 litres par 24 heures. OK? Par contre, chez le diabétique, la polyurie, même s'il y a une polyurie, mais pas autant de dépasser 3 litres par 24 heures, hein. Donc, il y a une différence entre la polyurie de diabétique et la polyurie de diabète insipide. Donc, elle est plus importante chez le diabète insipide. Donc, la polydipsie, donc c'est pour compenser la polyurie. Donc, le malade, il y a toujours la stimulation des centres de soif parce que les centres de soif, ils sont sensibles à la natrémie. OK? J'ai pas fait avec vous l'équilibre électrolytique, non. Donc, les centres de soif, donc la soif, donc le stimulus le plus important, c'est la natrémie. Dès que c'est l'osmolarité en général, et l'osmolarité, elle est proportionnelle à la natrémie. Dès que l'osmolarité, elle dépasse les 290 à 300 milliosmoles par kilo, donc là, il y a un déclenchement de sensation de soif. C'est l'équivalent à 145 millimoles par litre de sodium sanguin. Donc, la polydipsie, la déshydratation, c'est normal, cette fuite d'eau, elle va engendrer une déshydratation, et vous avez, par contre, l'osmolarité urinaire basse. Pourquoi? Parce qu'on a une fuite d'eau au niveau des urines qui vont diluer les urines. C'est pour ça, au niveau urinaire, on va retrouver une osmolarité qui est basse. Donc, ce sont les signes cliniques les plus importants qui nous orientent vers un diabète insipide. Après, le diabète insipide, il est classé en deux classes. Vous avez le diabète insipide central et le diabète insipide néphrogénique ou bien périphérique. Le diabète insipide central, ça veut dire le problème, il est au niveau hypothalamique. Pourquoi hypothalamique? L'hypothalamus, il n'arrive pas à synthétiser la DH. Voilà, c'est problème de synthèse de synthèse de l'ADH ou bien même hypophysaire. Pourquoi hypophysaire? Parce que le stockage de l'ADH. Le stockage de l'ADH, il se fait au niveau de l'hypophyse. Il y a un traumatisme, une tumeur hypophysaire, une compression et tout. Donc, le corps n'arrive pas à stocker donc, de l'ADH au niveau de l'hypophyse. Donc, ça va gêner la réponse immédiate des besoins d'ADH du corps quand il n'y a pas un stock au niveau de l'hypophyse. Donc, ces causes-là centrales, elles peuvent être congénitales comme elles peuvent être acquises. Congénitales, c'est les mutations, généralement elles sont hypothalamiques, donc c'est les mutations des gènes de la synthèse de l'ADH. Donc, c'est ils synthétisent de l'ADH qui est défectueux, qui n'est pas actif. Acquise, ça veut dire que la personne elle a eu un traumatisme, une tumeur qui perturbe la sécrétion de l'ADH et généralement c'est hypophysaire. OK? Et le deuxième classe de diabète insipide, c'est le diabète insipide néphrogénique. Ça veut dire l'origine, le problème il est au niveau rénal. Au niveau rénal. Dans ce cas-là, on parle de la résistance à l'ADH. Ça veut dire que au niveau central, l'hypophyse, l'hypothalamus et l'hypophyse, il y a une synthèse et libération normale de l'ADH. Mais le problème, cet ADH, on n'arrive pas à faire ses fonctions au niveau rénal. Et la même chose, on peut avoir des problèmes, des étiologies congénitales si les mutations au niveau de deux niveaux. Soit au niveau de récepteur V2, si je reviens au schéma. Donc, soit soit on a une mutation, attendez le laser. Soit vous avez une mutation au niveau du récepteur V2, soit au niveau de l'aquaporie.
Les aquaporines, voilà. Donc, soit au niveau de l'aquaporine 2. Madame, c'est quoi l'examen de la première intention quand on dose la On DH? arrivera, c'est l'osmolalité urinaire, la densité urinaire, ionogramme urinaire et sanguin. Madame, Ok, bien. madame, c'est quoi la différence entre osmolalité et osmolarité? On dit osmolarité, pas osmolarité, ok? On dit osmolarité et osmolalité, ça vous l'avez fait en première année. Osmolarité, ça veut dire c'est le nombre de millimoles par litre de liquide. Litre de, par exemple, par litre du volume sanguin, ok? Et osmolalité, c'est par kilo. D'ailleurs, quand on dit osmolalité, on va trouver le kilo à côté. Ça veut dire c'est le nombre de millimoles par kilo, par poids d'un liquide. C'est ça la différence. Il y a un rapport entre, on peut transformer une osmolarité en osmolalité. Par exemple, au niveau sanguin, pour transformer l'osmolarité en sanguine, en osmolalité sanguine, donc on doit, c'est-à-dire diviser par 0,94, si je me trompe pas, normalement, hein, c'est-à-dire il faut pas prendre le chiffre. Donc on peut transformer l'osmolarité sanguine et urinaire. Et on utilise beaucoup plus l'osmolalité plus que l'osmolarité. Ok? D'accord. Où est-ce que je suis? Donc là, j'ai dit congénital, donc soit mutation inactivatrice des gènes de le récepteur V2 ou bien de l'aquaporine 2. Et vous pouvez avoir aussi des problèmes, c'est-à-dire des étiologies acquises. Toute lésion rénale, elle peut gêner l'expression des aquaporines et de ces récepteurs et on peut avoir un diabète néphrogénique. Et il y a aussi certains toxiques, soit médicaments, soit des substances iatrogènes qui peuvent avoir une toxicité rénale, par exemple comme le lithium. Le lithium, il est connu pour inhiber la synthèse de l'aquaporine 2. Les tétracyclines, qui sont une classe des antibiotiques, d'ailleurs, elles sont connues par la toxicité rénale. Donc aussi, elles inhibent l'expression des récepteurs de l'aquaporine. Le tegrétol, qui est une classe de neuroleptiques. Ok? Donc, ce sont donc, je veux dire, anti-épileptique plutôt. Le tegrétol, c'est un anti-épileptique. Donc, c'est des médicaments qui peuvent avoir une toxicité rénale et empêcher ou bien diminuer l'expression, que ce soit du récepteur V2 ou bien de l'aquaporine. Surtout, ils agissent sur l'aquaporine 2 et par conséquence, une résistance à l'action de l'ADH. Donc, c'est pour ça, dans la plupart des cas, dans l'exploration de diabète insipide, on a recours à soit des tests statiques, soit à des tests dynamiques. Donc, les tests statiques, c'est quoi? C'est le dosage de l'ADH en deuxième intention, j'ai dit. La diurèse, la quantification de la diurèse. La diurèse, ça veut dire le volume urinaire des 24 heures éliminé en 24 heures. La détermination, le calcul de l'osmolalité urinaire et l'osmolalité plasmatique. L'osmolalité, ça se calcule. J'ai fait avec vous l'acide base, mais j'ai pas fait l'électrolytique. Donc l'osmolalité, donc comment elle se calcule? C'est la concentration de sodium plus potassium fois 2. Si c'est l'osmolalité plasmatique plus le glucose en millimoles par litre. En millimoles par litre et plus l'urée en millimoles par litre. Donc ça, c'est la formule de calcul de l'osmolalité plasmatique. Dans l'osmolalité urinaire, c'est la même chose, mais le glucose, donc on peut l'ignorer si la glucosurée, elle est négative. Quand vous regardez ici, donc on fait les explorations quand il y a ces signes cliniques de polyurée, polydipsie, pour faire le diagnostic différentiel entre 4 pathologies qui se ressemblent. Vous avez le diabète sucré, qui est le diabète qu'on connaît, c'est-à-dire en termes réguliers, diabète. Vous avez le diabète insipide qui peut être central ou bien néphrogénique. Et vous avez aussi une polydipsie primaire. C'est quoi une polydipsie primaire? C'est une polydipsie comme ça. La personne,
Donc, il y a un besoin de prendre de l'eau comme ça, sans relation avec la natrémie, ni avec l'osmolalité, ni avec l'osmolarité plasmatique, ni urinaire. Donc, il y a une envie de prendre de l'eau idiopathiquement comme ça, ok? Donc, ça s'appelle c'est primaire. Une hypersudation. Anna? Une hypersudation. Si une personne... Voilà, une hypersudation, donc c'est pas obligatoirement, bon, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent donner une hypersudation. Hein. C'est pas obligatoirement avoir une hypersudation. Il y a des personnes, donc elles consomment de l'eau, des quantités importantes d'eau, comme ça, sans avoir aucun signe qui demande de l'eau, parce que c'est l'hypersudation. Il y a l'explication, il y a l'hypersudation, donc il y a la natrémie qui augmente. Et c'est normal qu'il y aura stimulation des centres de soif. Mais dans la polydipsie primaire, non. C'est-à-dire c'est une sensation de prendre de l'eau sans avoir des causes métaboliques. OK? Et pour faire le diagnostic différentiel, évidemment, déjà pour écarter le diabète, la première chose, c'est la glucosurie ou bien la glycémie, comme vous voulez. Donc, c'est la glycosurie, donc elle est négative dans les autres cas, elle est positive uniquement dans le diabète sucré. Pour l'ADH, évidemment, c'est-à-dire on ne demande jamais l'ADH. Par exemple, si on n'élimine pas le diabète sucré, parce que c'est un marqueur important en cas de ces signes, donc la glycémie, c'est-à-dire le diagnostic le premier à penser, c'est le diabète sucré. Si une fois qu'on élimine le diabète sucré, qu'on passe, là j'ai mis normal parce que c'est théoriquement comment on trouve le taux d'ADH en cas de diabète sucré. En cas de diabète sucré, le taux d'ADH il est normal, mais ça ne veut pas dire qu'on demande le dosage de l'ADH en cas de diabète sucré, ok? Et en cas de diabète insipide, donc on trouve, si on dose l'ADH, donc on va le trouver bas dans le central et élevé dans le néphrogénique. Donc vous comprenez pourquoi bas et élevé. C'est logique. Et c'est dans le central, donc il y a une baisse de synthèse de l'ADH, d'une ADH normale, c'est-à-dire active. Dans l'insipide, donc il y a de l'ADH mais qui n'est pas active. Le fait qu'elle n'est pas active, donc les effets de cette inactivité vont encore stimuler la sécrétion de l'ADH. Donc c'est pour ça qu'on va avoir les taux élevés. Ok? Et dans la polydipsie primaire, l'ADH aussi, elle est normale. Dans la diurèse pour le diabète sucré, elle est osmotique, c'est la glucosurée qui engendre la diurèse élevée. Mais chez le diabète insipide, quel que soit, c'est-à-dire elle est toujours élevée, elle est supérieure à 50 ml par kilo chez l'adulte, donc, et qui est une polyurie hypotonique. Donc là, elle est hypertonique pour le diabétique et elle est hypotonique pour les autres causes. D'ailleurs, l'osmolalité urinaire, elle est élevée en cas de diabète sucré, elle est basse en cas des autres causes. L'osmolalité plasmatique, donc chez le diabète sucré, on peut la retrouver normale. Hein. Donc, c'est pas un marqueur, c'est-à-dire spécifique du diabète sucré, mais l'osmolalité, sauf en cas de coma hyperosmolaire, dans ce cas-là, on trouve l'osmolalité plasmatique élevée, mais elle est élevée chez les autres types de diabète insipide ou bien de polydipsie primaire. Des fois, ces tests statiques, ils ne sont pas suffisants. Donc, on est obligé de passer aux tests dynamiques. Dans les tests dynamiques, vous avez deux. Vous avez le test de restriction hydrique et le test à la desmopressine. C'est quoi le test de restriction hydrique? Ça veut dire que donc, la personne va arrêter de prendre de l'eau et des liquides pendant 8 heures. Et on mesure le volume, après on mesure le volume urinaire et l'osmolalité plasmatique, la natrémie, la tension artérielle et le poids. Donc, en quoi on s'attend dans le diabète sucré? J'ai mis des tirets parce qu'on ne réalise pas un test de restriction hydrique en cas de diabète sucré. C'est pour ça qu'on a mis des tirets. On le réalise dans les autres cas. Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, le test de restriction hydrique, il est négatif s'il y a un diabète insipide. Il est positif s'il y a une polydipsie primaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est négatif. Ça veut dire, en cas de diabète insipide, il n'y aura pas réponse.
Le test de restriction hydrique, c'est quoi? Ça veut dire, si la personne s'arrête de prendre de l'eau pendant 8 heures, le corps normal d'un sujet normal doit répondre normalement comment? Augmente la Diminution sécrétion du de urinaire. Diminution. Non, par rapport à l'ADH, il va répondre comment par rapport à l'ADH? Il va diminuer. Diminuer. On va augmenter la synthèse et la sécrétion de l'ADH. Il doit, si je prends pas de l'eau, je dois au moins récupérer l'eau et qui s'élimine au niveau des reins. Et donc, je dois augmenter la réabsorption de l'eau. Donc, c'est pour ça, en cas de test de restriction hydrique, normalement, il y aura une réabsorption de l'eau au niveau des urines, au niveau des reins plutôt. Donc, mais dans le diabète insipide, il n'y a pas cette réponse. C'est négatif. Pourquoi c'est négatif? Soit, c'est-à-dire la personne, elle arrête de prendre de l'eau. Donc, si l'hypothalamus et l'hypophyse ils sont malades, ils ne synthétisent pas de l'ADH, ils ne peuvent pas répondre aux besoins de l'eau. OK? Et s'il y a une résistance au niveau de néphron, de l'action de l'ADH, la même chose, il n'y aura pas une réabsorption de l'eau. C'est pour ça que le test il est négatif. Mais par contre, ce test de restriction, il va avoir une action quand il y a une polydipsie comme ça primaire. Parce que tout est normal, parce que l'ADH elle est normale et les récepteurs rénaux ils sont normaux. OK? Donc là, il y aura une réponse positive. Et pour la diurèse, donc il y a une polyurie persistante, donc même si la personne arrête de prendre de l'eau 8 heures, les reins ils continuent à éliminer de l'eau. Donc, il y a toujours cette polyurie. Par contre, dans la polydipsie primaire, non, il y a une réponse. Il y a une diminution de l'élimination de l'eau au niveau rénal. Et qui va engendrer une faible osmolarité urinaire qui va rester tout le temps basse parce qu'il y a la polyurie qui est persistante, alors que dans la polydipsie primaire, donc l'osmolarité, elle va augmenter. Et la plasmatique, évidemment, elle va suivre l'urinaire. Donc, elle augmente. S'il vous plaît, l'osmolarité, c'est la quantité de Na+. Non, l'osmolarité, le mot osmole, c'est toute substance qui a un pouvoir osmotique. C'est quoi le pouvoir osmotique? L'osmose, vous l'avez fait en arabe. C'est la capacité qu'une substance attire de l'eau. Oui, Na+, c'est de l'eau. Et c'est pas toutes les molécules qui ont ce pouvoir osmotique. Généralement, c'est les molécules qui sont chargées. C'est les molécules qui sont chargées qui attirent de l'eau. Donc, c'est les électrolytes qu'on appelle les électrolytes. Et les électrolytes les plus importants qui ont plus un pouvoir, parce que les pouvoirs, ils diffèrent d'un électrolyte à un autre. Vous avez le sodium, par exemple, il a un pouvoir important d'attraction de l'eau, le sodium. Mais l'osmolarité ne se calcule pas uniquement par rapport à la concentration de sodium. Je dois rajouter la concentration de potassium et la multiplier fois 2 parce que même les électrolytes négatifs, ils peuvent attirer de l'eau. Plus la concentration de glucose, parce que même le glucose a une concentration élevée, il a un pouvoir osmotique. Et même l'urée aussi, c'est une molécule qui présente un pouvoir osmotique, donc c'est une formule de calcul. Je ne sais pas comment vous avez fait, par exemple, le trou anionique. Elle ressemble à peu près, OK? Donc, c'est une formule de calcul de l'osmolarité. Donc, après, il y a plusieurs formules. Là, si vous cherchez maintenant la formule par Internet, la formule de calcul de l'osmolarité, vous pouvez trouver des formules détaillées. On prend beaucoup de molécules osmotiquement actives. Des fois, par exemple, pour l'osmolarité plasmatique, on la réduit au sodium x 2, la natrémie x 2. Pourquoi la natrémie x 2? Parce que c'est l'osmolarité la plus importante. Elle est à 145 fois de 290, donc c'est le cation le plus important. Le calcium, par exemple, il est à 2 millimoles. Je l'ajoute ou je l'enlève, il ne va pas trop gêner le résultat final. Le potassium, il est à 3,5 jusqu'à 5. Donc, quand même, ça dépend où est-ce que je suis, dans quel intervalle. Il peut gêner, il peut donner un résultat significatif, comme il ne peut par exemple, si j'ai une osmolarité
avec le sodium. Si j'ai un sodium, une hypernatrémie à 155. Donc, l'osmolarité, déjà, si je multiplie le sodium uniquement fois 2, je vais avoir combien? 155. 310. Vous êtes là? Vous m'entendez? Oui. Alors que la limite de l'osmolarité, c'est 290. Donc déjà, avec le sodium, c'est bon, j'ai fait le diagnostic d'une hyperosmolarité. Je rajoute les autres. Quand est-ce qu'on a... Il y a une importance d'appliquer la formule détaillée. Quand, par exemple, j'ai une hyponatrémie ou bien une natrémie vers les valeurs basses, par exemple, j'ai une natrémie à 135. Donc, 135 fois de ça donne combien? 260, 270. OK? Donc là, 270, je ne peux pas dire qu'il y a une osmolarité normale. Je dois rajouter les autres facteurs pour s'assurer comme quoi je ne dépasse pas les 290. Et pour les valeurs basses, c'est la même chose. Hein. Ça, je donne des... Les chiffres, ils représentent combien de l'eau qui suit? Les chiffres ici, quand on calcule et tout. Ouais. Donc, l'osmolarité plasmatique, c'est combien l'eau suit le Na+. Non, c'est la concentration de ces électrolytes dans 1 litre d'eau. C'est tout. Ah, d'accord. C'est une concentration, c'est-à-dire le sodium, potassium, ou le chlorure, le calcium, l'urée, le glucose, mais on met les mots là, par exemple, si je prends le glucose, parce que les électrolytes, on les exprime tous en millimol. Mais le glucose, on a l'habitude de le voir en grammes, l'urée en grammes. On ne prend pas les trucs en grammes, on prend en millimol, parce que le pouvoir osmotique, on le calcule en millimol, pas en grammes, ok? C'est-à-dire, par exemple, la glycémie, je ne vais pas prendre, si la personne a 2 grammes, je ne vais pas mettre 2 grammes. Il faut mettre 2 grammes sur 180 fois 1000 pour avoir à peu près 10 millimoles, 8 millimoles à peu près, 8, 9, 10 millimoles. OK? Et 10 millimoles de grammes, 10 millimoles, c'est beaucoup. Donc, c'est par exemple la personne avec une natrémie, elle est à 285. Si le malade il est diabétique, il a 2 millimoles, on va sauter directement à 295. OK? Et là, on dépasse les limites qui sont les 290. D'accord, merci. OK? Et pour le test à la desmoprécie, c'est quoi la desmoprécie? C'est un analogue de l'ADH. C'est comme si je donne à la malade, ou bien au malade, de l'ADH. Si je donne de l'ADH, donc je stimule la réabsorption de l'eau. OK? Donc, c'est pour ça, le test à la desmoprécie, il va être positif en cas de diabète central, parce que je remplace l'ADH défectueuse par de l'ADH normal. Mais je vais avoir aucune réponse dans le néphrogénique, parce que là, c'est une résistance à l'action de l'ADH. C'est clair? Madame. Oui. Madame, la polydipsie primaire, c'est une pathologie. Ah ben oui, tout ce qui n'est pas normal est pathologique. C'est juste on n'a pas encore trouvé l'explication. OK? Mais pourquoi l'osmolarité plasmatique? Il ne faut pas imaginer que si vous voyez quelqu'un, elle prend 2 litres par jour, c'est une polydipsie. Les polydipsies primaires, donc c'est une consommation. Il faut avoir une diurèse qui est supérieure à 3 litres par jour. C'est la diurèse qui est plus importante que la prise de l'eau. Hein. C'est-à-dire le diagnostic il se fait beaucoup plus par rapport à la diurèse qui est importante. Quelqu'un, je dois répondre. 1 minute, hein, je dois répondre. OK? C'est un problème neurologique. Ça se passe dans la tête. Madame, pourquoi dans les tests statiques Pourquoi?
dans les tests statiques pour l'osmolalité, on a trouvé que l'osmolalité urinaire est basse et pour l'osmolalité plasmatique, elle est élevée. C'est dû à quoi cette différence? En votre avis? Si l'osmolarité urinaire est basse, on a là les électrolytes. Parce que l'ADH, c'est pas comme l'aldostérone. L'aldostérone, quand elle réabsorbe de sodium, la réabsorption de sodium par l'effet osmotique de sodium, il est accompagné par de l'eau. De l'eau. Donc c'est pour ça, on a dit quand on a fait l'aldostérone que la natrémie, c'est pas vraiment un signe de discrimination dans le diagnostic d'un hyperaldostéronisme. Mais ici, l'ADH, quand elle réabsorbe de l'eau dans les reins, est-ce qu'elle influence la réabsorption de sodium? C'est-à-dire, elle n'est pas accompagnée par la réabsorption de sodium. Ça veut dire que ici, s'il y a, ici c'est un diabète insipide, c'est-à-dire il y a une fuite, donc un défaut d'ADH, donc il y a une fuite de l'eau. Mais une fuite de l'eau, on parle d'une fuite de l'eau hypotonique. Ça veut dire qu'il y a un passage de l'eau, une élimination de l'eau sans le sodium. Ok? Sans le sodium, c'est pas comme l'aldostérone, en cas d'hypoaldostéronisme. Il y a une fuite de sodium, mais la fuite de sodium, elle est accompagnée d'une fuite de l'eau. C'est pour ça qu'il y a une déshydratation. La déshydratation de l'aldostérone avec la déshydratation avec l'ADH, c'est deux types de déshydratation. Elles sont différentes. Ok? Donc là, l'ADH, quand elle n'arrive pas à réabsorber de l'eau, donc la fuite d'eau, donc elle va diluer les urines, elle va donner une osmolarité basse. Mais si je perds de l'eau, le plasma que j'ai laissé derrière, il est comment? Il est hypertonique. Je lui ai enlevé de l'eau. J'ai laissé que les électrolytes. Donc, il est hypertonique. Donc là, le deuxième, on doit avancer un peu. Hein, c'est 3 heures. Donc, parce que je dois rendre repartir et rendre des résultats. Donc là, le syndrome inapproprié d'ADH, ça, c'est l'hypersécrétion de l'ADH. Ou bien l'hyperactivité des récepteurs de l'ADH. C'est-à-dire, c'est le contraire. C'est pas un déficit, c'est le contraire. Donc, on va avoir les effets contraires. Ok, c'est un excès de production ou bien d'activité de l'ADH. Les signes, vous avez les signes digestifs, nausées et vomissements qui sont généralement le résultat de la déshydratation, de l'augmentation de l'urée. Donc, l'asthénie, la faiblesse, les troubles neurologiques, les crampes musculaires. Donc, ils sont en relation avec avec l'hyperhydratation. C'est pas avec la déshydratation. C'est des signes qui sont parce que l'hyperhydratation, l'hypervolémie, donc elle donne ces signes, elle peut donner une hyperhydratation intracellulaire avec des signes neurologiques. Les étiologies, on peut avoir congénitales par des mutations activatrices du gène de RV2, ça veut dire que le récepteur, il est actif tout seul. Le récepteur V2, il est actif sans qu'il se lie à l'ADH, ok? Ou bien acquises, c'est des tumeurs généralement qui sont centrales, qui peuvent sécréter beaucoup d'ADH, ou bien des tumeurs ectopiques. Ectopiques, ça veut dire ne sont pas centrales, mais qui sécrètent de l'ADH-like. C'est comme l'histoire de la CTH-like, de la PTH-like, ok. Donc, c'est des tumeurs qui sécrètent une molécule qui ressemble à l'ADH, ça s'appelle l'ADH-like. On peut avoir aussi d'autres causes, iatrogènes, traumatiques, ou bien l'insuffisance urinalienne. Donc, tout ça, ils peuvent augmenter la sécrétion de l'ADH. Madame, les signes cliniques peuvent se voir chez une personne qui souffre d'une polydipsie primaire. J'ai pas compris le début, quoi? Les signes cliniques que vous avez mentionnés. De quoi? De l'intoxication de l'eau. Est-ce que peuvent se voir chez une personne qui souffre d'une polydipsie primaire? Problème dans la polydipsie primaire, elle est accompagnée d'une polyurie. D'accord. Donc, c'est pas une pathologie, puisque... D'une polyurie. Elle prend et elle élimine. Elle prend et elle élimine, ok? C'est pas comme dans le syndrome, dans la sécrétion inappropriée d'ADH. Donc, l'eau s'accumule dans les vaisseaux. Il donne une hyperhydratation. Et c'est l'hyperhydratation qui donne ces signes-là. C'est différent, ok?
Donc, le diagnostic est évoqué, donc le diagnostic de syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH est évoqué devant une hyponatrémie, donc c'est l'hyperhydratation, il y a une dilution du sang, donc l'hyponatrémie associée à une hyperosmolalité urinaire. Ça veut dire c'est le contraire, ici le plasma, il est dilué et les urines, elles sont Concentré. Voilà. Et parce que le corps, il réabsorbe beaucoup d'eau grâce à l'action importante exagérée de l'ADH. Donc, il n'est confirmé qu'en l'absence d'hyperglycémie, de restriction des apports sodés, déficit corticosurénalien, d'hypothyroïdie et de traitement diurétique. Donc, quand on élimine tout ça, donc on statue sur le diagnostic. Donc, les critères diagnostiques, donc vous avez une hypoosmolarité plasmatique, une natriurie qui est supérieure à 40, une hyponatrémie, une fonction rénale qui est normale. Les tests statiques, donc l'ADH, elle est normale chez un sujet sain, mais qui est très élevé chez le sujet malade. Et le test de freinage, épreuve de surcharge, freinage maintenant ici, c'est le contraire. Dans le freinage pour le déficit, on prend une restriction hydrique. Là, on fait une surcharge hydrique, donc une prise hydrique, et on voit est-ce qu'on peut freiner la sécrétion d'ADH ou pas. Donc, dans le syndrome inapproprié d'ADH, donc le freinage, il n'est pas important. Il est inférieur à 64%. Donc, le freinage, il est minime. Et les urines, elles restent concentrées, anormalement concentrées. Et le plasma, anormalement dilué. Ça veut dire pas de réponse par rapport à un sujet sain. Donc, ça, c'est pour l'ADH. Pour l'ocytocine, donc, on va parler rapidement de l'ocytocine. Donc, l'ocytocine, donc, elle a un effet de contraction sur le muscle utérin. Un petit effet sur l'éjection de lait, mais elle a aussi un effet ADH-like. Donc, l'ADH, elle a un effet ocytocine-like. Et l'ocytocine, elle a un petit effet aussi ADH-like. Mais quel effet ADH-like? Un effet vasodilatateur transitoire, mais qui est transitoire. Elle est associée aussi, l'ocytocine, elle est connue associée à l'attachement, à la partenaire ou bien à la progéniture. OK? Pour l'ocytocine. La régulation, généralement, c'est en relation avec la lactation, donc l'allaitement, réflexe de succion de mamelon, les agents cholinergiques, inhibés par les adrénergiques, l'alcool, le stress et l'émotion. Madame, agent cholinergique, c'est quoi? C'est comme l'acétylcholine. Tout ce qui peut induire la sécrétion de l'acétylcholine, on l'appelle cholinergique. Vous avez fait les axes neuronales, l'acétylcholine. Après, les agents cholinergiques, quand vous ferez la pharmacologie, vous allez faire toute des classes pharmaceutiques, des médicaments qui ont cette action cholinergique. Donc, ils induisent la sécrétion, bien, c'est-à-dire la stimulation de l'acétylcholine. Bien, ils ont un effet qui mimant l'acétylcholine. Voilà, donc en conclusion, donc on a fait tous les axes hormonaux, hypothalamo-hypophysaire, donc on a fait la GHRH pour l'axe de la croissance, la GNRH pour l'axe de fertilité, la prolactine pour l'axe de la prolactine, la CRH pour l'axe de cortisol, la TRH pour l'axe de la TSH, l'ocytocine et la DH. Donc, en résumé, on a dit qu'il y a des hormones hypothalamiques et des hormones hypophysaires, ok? On commence par les hormones uniquement hypothalamiques et stockage hypophysaire. C'est l'ADH et l'ocytocine parce que la post-hypophyse, c'est une prolongation de l'hypothalamus. Donc, qui synthétise ici l'ADH et l'ocytocine. Elles sont stockées là, puis libérées au besoin. Par contre, les autres hormones, là où vous trouvez RH, là, c'est des hormones hypothalamo-hypophysaires. Ça veut dire, il y a une partie, il y a les libérines, on les appelle les libérines, le lysine. Les lysine hormones, donc elles sont synthétisées au niveau de l'hypothalamus qui vont stimuler l'hypophyse à synthétiser des hormones, soit tropiques, comme la TRH, la CRH
et la GnRH. Donc, celles-là, c'est des hormones tropiques. Elles induisent la croissance des glandes périphériques. Par exemple, la TSH, elle a un effet tropique sur la thyroïde. La CTH, elle a un effet tropique sur la corticosurrénale. La FSH, LH, elles ont un effet tropique sur les gonades. Par contre, la GHRH et la prolactique, c'est des hormones non tropiques parce qu'elles n'ont pas un effet tropique sur le foie, par exemple, pour la GH. Donc, ça, c'est le résumé. On enchaîne directement pour ne pas perdre de temps avec un petit mot sur les catécholamines. Madame, pardon. Dans le cours de l'axe hypothalamo-hypophysaire, on doit apprendre le nombre des acides aminés de chaque hormone. Non, je m'intéresse plutôt à la structure. Je ne m'intéresse pas trop à la structure. C'est la fonction, les régulations, l'exploration qui m'intéresse. Un peu les pathologies, pas trop. D'accord, merci. Okay. La médulosurrénale, donc on a fait tous ces axes-là. On ne doit pas oublier une partie de la surrénale. On a fait la corticosurrénale, mais on a oublié la médulosurrénale qui est responsable responsable de la synthèse des catécholamines. Voilà. La médulosurrénale, donc c'est la partie centrale de la surrénale, donc qui juste à côté de la corticosurrénale, mais la corticosurrénale et la médulosurrénale, donc là il n'y a pas un laser. Je peux pas avoir un laser ici. Attendez, je vais voir fichier, affichage, mode plein écran. Je pense que c'est pas grand comme ça, non? C'est petit. Non, ça vous gêne pas? C'est petit, madame. C'est petit. Je préfère un mode plein écran.